let's go, on y va pour cette semaine. Vous allez voir, il y a encore plein de bonnes choses. Pour ceux qui n'ont pas vu celui de la semaine dernière, allez voir le replay sur la chaîne YouTube s'il a été mis. Ou sinon, il y a encore le replay sur la chaîne Twitch. On a parlé d'une super dynamique sur les forêts qui est très très intéressante. Et c'est intéressant de le comprendre. Et vous allez voir des bonnes choses pour l'environnement. Il s'en passe pas mal. Et on va en voir durant l'hebdo de l'innovation de cette semaine. So, on y va. Donc pour commencer, hein, toujours la même chose. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. So, on y va. Donc on commence cette semaine avec la petite news que vous avez tous déjà dû voir. Hein. Donc c'est un grand pas de la NASA dans la défense contre les astéroïdes. Donc la mission DART qui a réussi à faire se crasher un petit objet vs une comète. Le but c'est quoi? Le but c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que les comètes tournent sur elles-mêmes, c'est d'accélérer un tout petit peu la rotation de la comète. Et en fait l'accélération de cette rotation-là ferait bouger un peu plus vite la comète et la dévirer très légèrement de sa trajectoire. Donc là on a eu l'étape que numéro 1, hein, c'est-à-dire être capable d'amener un petit satellite lourd, d'accord, jusqu'à la comète et de le faire se cracher. Ce qui est déjà un très très bon premier point. Parce que amener des objets aussi loin de la Terre, être capable d'avoir des flux vidéo, de faire comme on veut, de ne pas louper, etc. Croyez-moi, c'est déjà un bond technologique qui est considérable. Et il y a beaucoup de gens qui vous auraient dit il y a 20 ans que c'était impossible avant la fin du siècle. D'accord ? Donc on est déjà en train d'arriver à quelque chose d'intéressant. Ce qui va être intéressant maintenant aussi, c'est la deuxième étape. D'accord? Pourquoi? Parce que la deuxième étape, ça va être l'étape de l'ESA, etc. et des Européens. Et ça va être d'amener un plus petit objet qui va pouvoir faire des prélèvements, etc. et comprendre l'impact que ça a eu. Et aussi qui va pouvoir prélever sur l'astéroïde des fragments. Et sachez une chose, c'est que la compréhension des astéroïdes est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est déjà important pour la science dure, mais c'est aussi très important parce que beaucoup de sociétés se disent que dans des années, ce qu'on pourra peut-être réussir à faire, c'est faire de l'exploitation d'astéroïdes en faisant comment? En allant choper des bouts de cailloux et en les ramenant d'une manière sécurisée sur Terre, etc. Alors bien sûr, ça semble être de la science-fiction, comme absolument tout quand on y pense au début, c'est-à-dire que je pense que... quel exemple pourrais vous donner qu'on a vu dans Star Wars et qu'on voit maintenant se développer? Les robots humanoïdes, d'accord, qui avancent tout seuls. Je pense que n'importe qui voyait les premiers Star Wars se dit jamais de ma vie je verrai un robot qui va avancer tout seul. Vous allez voir que maintenant, on va en parler tout à l'heure avec le nouveau Roomba, etc. Enfin, des choses, il y en a qui se passent. Et vous connaissez tous, ou sinon allez voir le robot Nao ou le robot Pepper. Ça se rapproche un peu de C3PO. Même si, attention, il n'y a pas toute l'intelligence de C3PO, etc. Mais vous voyez. Et au final, Star Wars, ça n'a que 30 ans. Ce n'est pas non plus quelque chose de très très vieux. Donc, on fait des vraies avancées. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et le succès de la mission européenne qui va venir derrière peut apporter énormément de choses en recherche fondamentale, en compréhension des astéroïdes. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est ce que je vous dis toujours. Quand on essaye de transcender quelque chose dans l'humanité, on fait des moments de surinnovation. Qu'est-ce que j'appelle des moments de surinnovation? C'est par exemple, vous avez eu la volonté de l'URSS et des États-Unis d'être le premier à mettre le pied sur la Lune. Ça a drivé une innovation connexe majeure. Pourquoi? Parce qu'il a fallu innover dans l'informatique. Il a fallu innover avec les fusées. Il a fallu innover sur plein de choses. Et toutes ces innovations-là
ont drivé énormément d'autres innovations. D'accord? On en avait déjà parlé avec Under Armour qui travaille avec, comment ça s'appelle? Avec SpaceX. Qui travaille avec SpaceX pour faire les combinaisons pour la planète Mars et tout ça. Et je vous avais déjà expliqué que les ingénieurs d'Under Armour disaient que tout ce qu'ils sont en train de développer pour ces combinaisons-là, ils vont pouvoir les réutiliser après dans le matériel sportif. C'est juste que, de base, jamais personne n'irait mettre 50, 100 000 euros dans une chaussure de sport. C'est pas possible. Or, par contre, pour aller faire du sport sur Mars, avancer plus efficacement, SpaceX est capable de mettre beaucoup plus cher. La NASA aussi. Donc du coup, en prenant ça, on peut rendre rentable le fait de faire certains appareils. On commence à les faire. En commençant à les faire, on apprend comment ils marchent. En apprenant comment ils marchent, on peut optimiser le processus. Et de quelque chose qui est très cher au début et d'une techno qui est réservée à une élite, on peut l'amener devant tout le monde. Mais avec toutes les technos, c'est comme ça. Hein. C'est juste le fait d'aller dans le spatial, ça vous permet de rendre viable une multitude de technologies qui sinon ne le seraient tout simplement pas. Et plus vous avez des technologies qui sont viables, plus vous avez de l'optimisation et plus les choses avancent. La télé, c'est pareil. Pourquoi vous avez tous une télé maintenant? Parce qu'à une certaine époque, certains ont une télé et que ça a rendu viable le fait de créer des télés et que petit à petit, tout le monde en a eu. Si les télés s'étaient restées dans le bureau des ministres, on n'aurait jamais eu d'innovation sur les télés. D'accord? Voilà. Donc, on commence par le très haut de gamme, d'accord? Et par quelques très très riches qui se font plaisir. Et petit à petit, on innove, on baisse le prix. Et après, ça devient mainstream. Et plus on va dans des trucs de deep tech, etc., plus on s'autorise de s'ouvrir des portes d'hyper-innovation avec ça. On continue aussi cette semaine avec cette nouvelle étude des Israéliens, hein, donc du Beth Medical Center. Donc ce qui est intéressant dans cette étude, c'est quoi? C'est que les Israéliens ont utilisé des casques Oculus, d'accord? Donc pour vous projeter dans la réalité virtuelle, et ils ont essayé de voir si en vous mettant dans un univers très sécurisant, etc., avec des bruits, de la musique bien particulière, etc., est-ce qu'on pouvait vous opérer en vous donnant beaucoup moins d'anesthésiant, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et ça vous montre quelque chose de très poussé, c'est la capacité que la VR a de transporter votre cerveau ailleurs, d'accord? Tous ceux qui disent le monde c'est bien beau, mais jamais j'irai dans un monde de réalité virtuelle. C'est faux, c'est entièrement faux. La problématique, c'est pas est-ce que vous irez ou est-ce que vous irez pas, c'est comment faire en sorte que l'outil qui vous y amène soit simple d'utilisation et vous donne envie d'y aller. Les mêmes qui nous disaient qu'ils iraient jamais dans le monde d'internet, ils sont allés. Et tout le monde y va parce que vous êtes obligé, parce que tout le monde y est. Et dans la VR, c'est la même chose. La question, c'est qui va être capable de faire cette porte d'entrée vers ce monde-là. D'accord? Ça peut être plusieurs personnes. La porte d'entrée vers Internet, c'est plusieurs entreprises qui l'ont construite. Il a fallu Microsoft, il a fallu Google, maintenant il faut un peu Facebook, etc. Voilà. Et c'est ça qu'a construit cette porte d'entrée. Et on peut dire que si vous voulez, il y a deux grosses choses, deux grandes portes qui sont les portes fondamentales pour aller vers Internet. C'est la porte de l'ordinateur, d'accord? Donc c'est avant tout Microsoft. Et c'est la porte du smartphone, c'est avant tout Google et Apple. Donc il y a un triptyque qui a permis de pousser les gens vers Internet, c'est ce triptyque-là. D'accord? Là, sur la VR, c'est la même chose. Trop souvent, je vois des gens qui disent « Ouais, c'est un échec, ça marchera jamais. » C'est faux. Si on arrive, comme le prouve l'étude là, à réduire, et vous allez voir qu'on réduit de façon très importante, d'accord, les sédatifs qu'on donne pendant une opération, ça veut dire que l'être humain est capable de se projeter et que l'univers a un effet très important sur le cerveau de la personne qui est en train de vivre dans cet univers VR. D'accord? Et ça, c'est clé. C'est-à-dire que si on se rendait compte que le cerveau se rend compte que c'est de la fiction et qu'il n'est pas attaché, je vous dirais c'est plus compliqué comme technologie. C'est vraiment une technologie qui va plus être de l'amusement. Là, on a vraiment le potentiel de faire énormément de choses et de redesigner absolument tout. Il
Il y a la pub en ce moment Facebook sur la VR. Beaucoup de gens, et je connais beaucoup d'investisseurs qui la tournent en dérision. Il faut absolument pas la tourner en dérision. Si on amène les enfants dans la Gaule antique avec des casques VR, ils apprendront beaucoup plus que juste en lisant des bouquins. D'accord? Et ça, c'est une vraie manière de vous amener au plus près du savoir, au plus près de la chose que vous voulez vivre. Et ça, c'est vraiment clé. Donc, en l'occurrence, pour cette étude, qui est quand même une étude assez intéressante, les premiers ont reçu 125 mg par heure, contre une moyenne de 750 mg par heure pour ceux qui n'avaient pas le casque VR. D'accord? Et surtout, le groupe VR a passé en post-anesthésie 63 minutes vs 75 minutes pour l'autre groupe. Pourquoi est-ce que c'est très important? Au-delà de l'aspect, ça donne de la plus-value et ça explique ce que c'est vraiment que la technologie VR. Ça a un autre intérêt, c'est l'intérêt médical qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que ce qui fait que chez une personne âgée, c'est difficile de faire des opérations, etc., c'est parfois de vous endormir. Et toutes ces stratégies qui vont pouvoir permettre de faire des opérations complexes en mettant le moins possible d'anesthésiant est quelque chose qui va avoir un impact important dans la capacité à conduire les opérations et donc dans l'amélioration de la durée de vie des gens. Pourquoi? Parce que quand vous êtes vieux, souvent on ne vous opère pas parce qu'il y a un risque. Forcément, si on arrive à développer des solutions connexes qui limitent grandement ce risque et qui permettent quand même de faire ces opérations-là, et forcément le gain il peut être très très important. Et encore une fois, en espérance de vie, si vous voulez, les gains ils se situent sur quelques petites opérations, d'accord? C'est quoi? Si on veut augmenter grandement la capacité de l'être humain à vivre, vous avez combattre le cancer, combattre les maladies cardiovasculaires, optimiser les moyens de faire des opérations pour que les gens ils aient pas de complications, etc. Et en gros, c'est les trois grandes classes, elles sont là. Après, forcément, vous avez toutes les classes qui sont pas forcément des classes que de la médecine, hein. C'est-à-dire savoir ce que la personne a en temps réel, donc monitorer la santé de la personne en temps réel, faire du sport, pas boire trop, pas fumer, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est des choses où c'est pas que de la médecine. Mais c'était une étude assez intéressante et ils veulent la mener à plus grande échelle. Et donc ça va être intéressant de voir. Et ça vous montre que la VR, c'est pas que le métavers, c'est que des trucs, voilà, les NFT de machin, le métaverse un peu bidon, tout moche de Carrefour, etc. Il y a des vraies choses utiles qui se font avec la réalité virtuelle. On continue après avec du coup Roomba. Donc je vais vous laisser voir la vidéo du nouveau robot, hein. N'oubliez pas que Roomba a été racheté par Amazon très récemment. Donc je vous laisse voir le petit robot et on en parle juste après. Donc, Donc vous avez vu, c'est le nouveau Roomba. Et alors, il y a plein de choses intéressantes et nouvelles. Et qui font sens quand on était au rachat de Roomba par Amazon. Parce que quand il y a eu le rachat, beaucoup de gens m'ont dit « Mais Arthur, pourquoi est-ce que Amazon paye aussi cher Roomba? Ça gagne pas d'argent. Ok, ils vont pouvoir le mettre dans Amazon Prime, etc. Ils vont peut-être en vendre plus. » Mais bon, c'est quand même que des robots qui avancent au sol, aspirent,
qui quand ils rencontrent un objet, ils le cognent plusieurs fois, etc. avant de revenir en arrière, qui ont du mal à mapper quand même les maisons. Donc au final, est-ce que ça va vraiment donner de la valeur à Amazon et apprendre à Amazon comment est fait une maison? Finalement, il y a quand même assez peu de détection, etc. Et bien ce nouveau robot, il répond entièrement à cette question-là. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez qu'en plus d'aspirer, il passe la serpillière. Et du coup, ça c'est quelque chose de très intéressant. Ça a deux points d'intérêt très très forts. C'est que déjà, dans le B2B, ça peut avoir un intérêt qui est assez important. Que dans le B2C, forcément, l'appareil, bah, il fait plus de choses. Donc c'est plus intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'appareil maintenant, comme il fait serpillière, il a besoin d'eau. Et il a une capacité à aller enlever l'eau, reprendre l'eau, enlever les saletés qu'il a aspirées, etc. dans sa base. D'accord? Donc il va tout le temps faire des allers-retours avec sa base. Et ça, c'est un point clé parce que ça va l'obliger à encore mieux mapper les zones. Et surtout, vous l'avez vu dans la vidéo, on le voit juste ici. Je vais vous le remontrer parce que c'est le point clé de la vidéo. Ici. Vous voyez? On est ici. Ici, il passe la serpillière. Là, il va arrêter de la passer parce qu'il va voir qu'il y a un objet. Et que cet objet, c'est le tapis. Et sur le tapis, il ne faut pas passer la serpillière. Et donc, le fait qu'il soit capable de le définir, ça vous montre que, si on revient un petit peu en arrière, ici, vous voyez, là, il a un œil, d'accord, qui lui permet d'identifier les objets. Et qui lui a permis aussi d'identifier l'obstacle là. Vous voyez que le nouveau Roomba, il n'est pas rentré en collision avec ça. Il l'a contourné. Et donc, tout ça, c'est des nouveautés qui vont être mis sur le nouveau Roomba. C'était pas possible avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voulait faire de la vision assistée sur un robot, ça coûtait beaucoup trop cher. Et on pouvait difficilement sortir des robots Roomba à 10 000 $. Là, celui-là, il va sortir à 1 000 $. C'est important, c'est un prix, mais c'est un prix qui est accessible pour quand même énormément de personnes. D'accord? Et du coup, ces nouveautés technologiques vont permettre à Amazon d'aller acquérir énormément de données, de énormément comprendre comment gérer une multitude d'obstacles, une multitude d'objets différents. Et ça va avoir énormément de sens pour rendre la maison beaucoup plus intelligente. Parce que tout ce que Roomba va faire et va comprendre, après quand vous allez faire des robots par exemple pour récupérer les objets qui sont au sol pour les ranger, et ben ça va vous donner un avantage concurrentiel qui est important. Et donc ce qui est en train de construire Amazon dans la maison connectée, à travers il y a quelques années le rachat de Ring, à travers maintenant Alexa, et à travers ce qu'ils font avec Roomba, etc., c'est une vraie manière de connecter toute la maison. Et il y a assez peu de gens qui sont aussi avancés que Amazon là-dessus. Et beaucoup de gens, quand vous parlez de l'avenir, parce que je parle avec des gens et des fois ils me disent oui mais Amazon c'est bien beau, mais l'avenir d'Amazon c'est quoi? Les services par abonnement et l'e-commerce. Et le jour où ça va s'arrêter, l'avenir c'est pas vraiment un peu AWS, et encore ils sont en train de se faire tailler des croupières en ce moment par Microsoft. Mais ça reste quand même des mecs solides. Mais j'ai beaucoup de gens qui me disent sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, etc. Au final, ils sont pas aussi performants que Google et Microsoft. Sur les objets, ils ont quand même jamais vraiment réussi, à part sur Kindle, à en vendre des millions, mais ils n'ont jamais vraiment réussi comme Apple. Donc au final, c'est plutôt une boîte de revente et de services. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire? Quel va être la gateway entre guillemets d'Amazon au niveau de l'informatique? Pour Microsoft, c'est l'ordinateur. Pour Google et Apple, c'est le téléphone. Pour Facebook, ils essaient de devenir la gateway du monde virtuel à travers la réalité virtuelle. Pour Amazon, c'est quoi? Et ben, je pense que pour Amazon, c'est l'intelligence de la maison. Et ça, c'est clé. Parce que le deuxième endroit où vous passez le plus de temps, c'est la maison. Et une fois que vous êtes capable de rendre intelligent la maison, vous êtes capable de rendre intelligent énormément de choses. Contrôler la température du corps de la personne, savoir comment elle va, savoir comment elle dort, machin, etc. Et vous pouvez bâtir par-dessus l'intelligence de la maison énormément de services. Et ça, ils sont en train de le faire avec le nouveau Roomba. Et je pense que l'introduction de ce nouveau Roomba nous montre pourquoi Amazon a été prêt à payer très cher. Enfin, très cher. Tout dépend de ce qu'on appelle cher. Mais a été prêt à payer le prix pour acheter Roomba. Et ça fait sens. Au même titre qu'il y a quelques années, quand ils ont racheté les Whole Foods, tout le monde disait mais c'est quoi, c'est fou, etc. Pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre dans le retail classique et tout et voilà.
Et au final, maintenant, ils commencent à faire des Amazon Go, etc. Mais ce qui leur a permis de faire des Amazon Go, c'est parce qu'ils ont acheté Woolfood et qu'ils ont une compréhension de comment ça marche, de créer une supérette en bas du quartier, etc. Et s'ils avaient dû la développer de A à Z, eux, ça aurait été compliqué. D'accord? Donc, ils sont en train de créer des choses. Et moi, je pense que y a beaucoup de gens qui ne voient pas le chemin de long terme qui est en train de tracer Amazon, qui est un chemin qui, à mon sens, est excessivement bien tracé sur un certain nombre de secteurs. Sur d'autres secteurs, j'ai plus de doutes. Il y a 2 secteurs chez moi sur lesquels j'ai des doutes chez Amazon. C'est le secteur par abonnement parce que je pense que face à Netflix, face à Spotify, ça va quand même être compliqué. Et il y a beaucoup de choses à faire. Le secteur du jeu vidéo parce que je pense qu'ils arrivent un peu tard. Le reste, j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train de tracer quelque chose de long terme. Même sur la santé sur lequel j'avais des doutes, je commence à voir ce qu'ils sont en train de faire. Alors je comprends qu'ils ont eu du mal à développer leur segment, mais on commence à voir ce qu'ils veulent faire. Et donc ce nouveau robot, ça sera vraiment un robot à suivre. Parce que si vraiment il marche aussi bien qu'ils nous l'ont montré dans la vidéo, et si vraiment il apprend aussi bien, etc., ça va être très intéressant. D'ailleurs, c'est un robot qui va communiquer. C'est-à-dire il va falloir lui mettre du Wi-Fi et il va renvoyer les données chez Roomba. C'est un super moyen pour Amazon d'avoir de la donnée. C'est comme ça qu'ils font avec Alexa. Et plus ils vont avoir d'outils, plus ils vont avoir d'équipements qui vont leur renvoyer de la donnée, plus pour eux ça va être difficile de les rattraper parce qu'ils auront énormément de connaissances sur le client, sur la maison, sur comment les choses évoluent. Et pour les concurrents, ça va être très complexe. On continue avec du call to gaz au call to nucléaire. Donc ça, c'est la nouveauté de la semaine du DOE, hein, donc du département de l'énergie US. Donc qu'est-ce que c'est que le call to gaz ou le call to nucléaire? C'est quand vous prenez une usine, donc en l'occurrence le coal c'est le charbon. Donc vous transformez une usine qui était vouée à brûler du charbon pour brûler du gaz et vous faites un switch. On appelle ça call to gaz. C'est ce que beaucoup de gens ont fait en Chine, etc. C'est aussi ce qui a participé à rendre le gaz plus cher. D'accord? Mais là, le 13 septembre, il y a eu quelque chose d'intéressant. C'est que il y a eu un rapport qui a été publié par les Américains pour faire un switch du coal to nucléaire. Et ils vont commencer à le faire. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, les centrales charbon ont déjà certains équipements. Et que si on met des SMB, donc des small réacteurs, donc des petits réacteurs nucléaires, au final, on peut peut-être réutiliser ces plateformes qui étaient à la base, ces usines qui étaient à la base faites pour le charbon, pour en faire des usines pour le nucléaire. Et le département de l'énergie a trouvé, en théorie, un peu plus de 300 centrales qui sont viables pour faire ce switch coal to nucléaire. D'accord? En tout, il y a 349 sites, d'accord, de centrales en charbon qui ont été analysées, qui sont fermées, et 273 qui sont encore en activité. Et sur les quasiment 600 sites, un peu plus, ils en ont trouvé la moitié qui sont viables selon leurs études. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. L'autre point qui est intéressant, c'est que du coup, c'est intéressant pour les entreprises. Parce qu'au lieu de fermer, de devoir licencier, etc., vous pouvez donner et transformer le travail local. Et donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire facilement. Il y a des choses qui sont complexes. Aux États-Unis, il n'y a qu'une centrale nucléaire qui est en construction. Donc on a perdu beaucoup de temps. Ces 10 dernières années, on a été anti-nucléaire. Là, on est en train de réavancer. Mais forcément, il faut le temps que la machine se remette en marche. Mais la machine, elle va se remettre en marche. Moi, je ne me fais pas trop de soucis. Et donc, dans 10 ou 15 ans, on va en tirer des bénéfices. Et des bénéfices qui vont être très importants de cette remise en marche. Il faut savoir que ce système de coal to nucléaire, il a commencé. D'accord? Au Wyoming, il y a une entreprise qui avait qui a acheté une usine de charbon qui était en hors service et qui veut la transformer en usine nucléaire. Et ils sont en train de le faire. Alors pour le moment, ils n'ont pas eu tous les accords des régulateurs du secteur, etc. Mais ils sont en train de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a d'autres gens qui commencent à s'y faire. D'accord? Il y a d'autres États. Dans l'Oregon, il y a des gens
qui sont en train d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que dans l'Oregon et à Washington, on prévoit d'interdire l'énergie au charbon d'ici 2025. D'accord? Dans le Montana, c'est pareil. Dans le Montana, ils sont en train d'y réfléchir. Et le régulateur est en train d'y réfléchir. Le Montana, c'est un des États qui récupère le plus de charbon et qui produit le plus d'énergie aux États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et surtout, la conclusion de l'étude était quand même intéressante parce que la conclusion consiste à dire que pour que ce call to nucléaire puisse se faire, il faudrait qu'on ait une capacité de l'industrialiser et il faudrait que les États-Unis créent un fonds spécial pour ça. Et si les Américains font un fonds spécial pour ça, ça peut vraiment être le départ d'une industrie de petits réacteurs nucléaires extrêmement forte aux États-Unis. Et vous savez que les Anglais ont lancé une étude, on en avait parlé il y a quelques temps, et ont lancé un fonds spécialement pour ça. C'est que Macron a relancé le travail chez EDF, ce qui est d'ailleurs un grand exemple du raté de l'industrie française. Sur les petits réacteurs nucléaires, EDF et Areva étaient en avance dans les années 2000. On a tout arrêté parce qu'on pensait que c'était une connerie. Et au final, on recommence tout maintenant. Ce qui vous montre qu'avoir un État un peu plus stratège est quand même intéressant. Malheureusement, des fois, la politique fait que vous êtes tous sauf stratèges. On voit bien en ce moment avec les Allemands. Il aura fallu 20 ans pour construire leur excédent budgétaire. Il en aura fallu 1 an et demi, même moins, 1 an pour le perdre. Voilà. Et pour mettre à genoux leur industrie. Alors, à genoux, c'est un bien grand mot parce que je pense que l'industrie allemande n'est pas à genoux et repartira. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de mal à l'industrie allemande. Alors que l'Allemagne avait toutes les cartes en main pour investir correctement et faire en sorte de ne pas être dépendante des Russes. Bon, après, je pense aussi que les politiques allemands étaient sûrs d'être plus intelligents que les autres à force de faire des leçons de morale à tout le monde et se sont laissés un peu berner par les Russes qui leur ont dit non mais nous on vous vendra pas cher, on en a des stocks infernales, etc. Il se passera jamais rien. Et comme c'est un pays qui était au niveau militaire un peu sous la coupe des États-Unis, ils se sont dit de toute façon on fera jamais la guerre, donc on va jamais faire la guerre avec Poutine, donc c'est pas un problème. Le problème il leur est revenu dans la tête. Mais ça, le switch call to nucléaire à surveiller. Vraiment quelque chose de très très nouveau, de très early. Avant de lire cette étude, j'en avais jamais entendu parler, mais vraiment intéressant. Et il y a un côté industrialisable de la chose qui est intéressant et qui est à suivre. On continue avec Vaxa Technologies en Islande, à côté de Reykjavik. Donc, qui est une ferme qui fait des algues et qui est totalement neutre en carbone. Alors, en l'occurrence, eux, ils font de la comment ça s'appelle, de la spiruline. Et il faut savoir que la spiruline, il faut de l'eau très chaude, etc. Enfin, c'est un coût carbone généralement qui est compliqué, la spiruline, parce que vous mettez beaucoup d'engrais et vous mettez beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau. Et du coup, même si la spiruline en elle-même, elle absorbe du CO2, globalement, c'est quand même une culture qui est assez chère en carbone. Et là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en fait, les Islandais, ils ont été très intelligents. Pourquoi? Ils se sont mis juste à côté d'une centrale de géothermie, d'accord, qui va prendre l'eau chaude et qui va l'utiliser pour l'appliquer et pour créer de l'électricité. Mais quand elle sort de la centrale, l'eau à la sortie est toujours chaude. Toujours même assez chaude. Et globalement, avant, il fallait la refroidir, la jeter, etc. Là, la technique est un peu plus intéressante. Ils ont fait ce vertical farming, d'accord, sur lequel ils élèvent des algues, donc de la spiruline en l'occurrence. Ils utilisent l'eau chaude pour élever les algues en montant, d'accord, en progressant dans leur maturation. Les algues, elles utilisent cette eau chaude, donc l'eau a tendance à diminuer de température avec le temps. Et du coup, ça permet de rejeter de l'eau qui est un peu moins chaude, tout en n'ayant pas à chauffer l'eau. Donc, forcément, le coût carbone de la production de ces algues est vraiment négatif. Légèrement négatif, selon les études.
de l'université de Cambridge. Donc ça, c'est très très intéressant. Et ça vous montre tout un impact. C'est-à-dire que maintenant, il faut bien penser les univers industriels connectés les uns aux autres. C'est-à-dire, typiquement, vous avez, par exemple, de l'eau qui est chaude. On l'a vu cet été, d'accord? Centrale nucléaire rejette de l'eau chaude. Ben, si vous mettez ces usines derrière une centrale nucléaire, potentiellement, vous pouvez rejeter de l'eau un tout petit peu moins chaude parce que vous l'avez utilisée. D'accord? Et vous avez utilisé la chaleur de l'eau. Et du coup, vous allez capter un rendement supplémentaire. Et ça, c'est tout ce que la technologie nous permet de faire. Et le captage de ces rendements supplémentaires en alignant des unités de production qui sont complémentaires les unes aux autres, c'est quelque chose qu'on est au tout début en train de le faire. Vraiment au tout début. D'accord? Se dire, ce qui est un déchet pour une industrie peut être un intrant pour une autre industrie. D'accord? Ça, c'est vraiment clé. Et on commence à le voir même avec le CO2, avec des gens qui captent le CO2, qui le réutilisent, parce que dans leur industrie, ils ont besoin de CO2. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment très clé. Et un autre point qui est intéressant là-dessus, c'est que la spiruline qu'on fait là, elle peut être utilisée pour nourrir des poissons, en partie. Et ils pourraient faire d'autres algues que la spiruline, de ce qu'eux, ils nous ont dit. D'accord? Dans le papier. Et en faisant d'autres algues, bah, ça pourrait être des choses qui pourraient servir à nourrir les poissons et potentiellement peut-être même le bœuf, etc. D'accord? Donc les animaux dans leur ensemble. Et vous savez que si vous regardez, il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois et demi, on avait fait un focus sur la production agricole en disant que ce qui avait obligé la déforestation de certaines zones, etc. C'était la production de céréales qui servaient avant tout à nourrir les bovins, etc. et les animaux. Ben, si vous êtes capable d'utiliser cette technologie-là, vous pouvez avoir besoin de moins de place, donc vous pouvez avoir plus de place pour faire des forêts qui vont capter du carbone. Et vous voyez que le truc, il se met en place. C'est pas un truc qui va nous sauver la vie. Mais c'est comme les Lego, c'est l'additionnement de plein de petites briques différentes qui nous tracent un chemin vers une solution. D'accord? Et ça en fait partie. Et on continue aussi cette semaine, hein, parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent cette semaine, avec la publication de Carbon Capture et je sais plus le nom de l'autre. Et ben j'ai perdu le nom de l'autre société. Enfin, ils sont deux sociétés, mais celle qui met le plus, c'est Carbon Capture INC. Donc, qui va lancer le projet Bison. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait parlé de Climeworks, qui est une société suisse, hein, qui avait lancé Orca, qui était une des premiers, et qui avait relancé un nouvel outil de capture qui s'appelait Mammoth, d'accord, qui avait une capacité de 36 000 tonnes par an, alors que Orca avait une capacité qui était 10 fois plus petite, d'accord. Là, les choses ont encore changé. Pourquoi? Parce que Bison, qui doit être entièrement opérationnel en 2030, c'est pas 360 000 tonnes, c'est pas 100 000 tonnes, mais à horizon 2030, c'est 5 millions de tonnes par an. Donc là, on rentre vraiment sur des choses qui sont considérables. N'oubliez pas, il y a 5 ans, l'industrie globale, il n'y avait que des unités de recherche et on enlevait 100 tonnes, on capturait 100 tonnes de CO2 par an. Il y a 5 ans. Cette année, on en capture, je crois, alors je voudrais pas dire de conneries, mais un peu plus de 300 000 tonnes, je crois, en tout, toute la planète, toutes les unités qu'il y a sur la planète. Ça vous montre un petit peu la force du projet. C'est-à-dire que d'ici 7 ans, s'ils arrivent à faire avec Bison ce qu'ils ont prévu, ils peuvent capter, ils font quasiment 10 fois ce qu'on capte actuellement. Et dites-vous une chose, c'est que Carbon Capture, ils nous disent que Bison, c'est la première étape. Et leur but, c'est de déployer d'autres Bisons, voire des trucs encore plus grands. Donc il y a des choses à faire. Alors bien sûr, il va y avoir des gens qui vont vous dire oui, mais Arthur, c'est pas une solution parce que la captation de carbone, ça demande beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'on produit cette énergie, etc.
Bien sûr, c'est pas une solution, on claque des doigts, ça marche. Mais par exemple, vous commencez à avoir beaucoup de sociétés qui vous disent on va dans le désert, on a des panneaux solaires, on met nos solutions, on capte, et en fait on va dans des zones où c'est pas habité. Et on travaille en circuit fermé. Voilà. Donc là, ils vont être... ils vont construire... d'ailleurs, ils vont construire dans un désert, je crois, ici. Mais je sais pas, je l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Ah si, dans le Wisconsin. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup... Enfin, si vous allez voir dans le Wisconsin, le nombre d'habitants au kilomètre carré, c'est pas New York. Hein. Donc voilà. Mais des espaces, on a plein d'espaces et où on n'en fait rien, mais il y en a plein. Des déserts sur la planète, il y en a plein. Donc des opportunités pour installer des usines comme ça, il y en a plein. Et c'est une coopération entre de la production solaire, etc. Et tout se met ensemble. Et vous voyez qu'on peut aller très très loin. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses positives cette semaine. Et vous voyez que c'est qu'une semaine. C'est-à-dire je n'ai pris que des trucs qui sont sortis dans les papiers scientifiques, etc. ou dans les revues un peu plus mainstream ces dernières semaines. Et toutes les semaines, on arrive à faire 5-6 sujets. Donc tout ne va pas non plus mal dans le monde avec Nord Stream qui explose, la fin du monde, la fin de l'économie, etc. Il y a des choses. Tout le monde n'arrive pas non plus à ne pas lever d'argent, etc. Parce que les mecs de chez Carbon Capture, ils ont quand même levé plusieurs centaines de millions pour faire leur projet. Et ils arrivent à trouver des fonds. Donc, comme quoi, il y a de l'investissement, il y a des choses qui se passent. Parce que j'entends des gens qui me disent, et j'entends des entrepreneurs un peu, des fois qui me disent « Arthur, les banques, elles prêtent plus rien. Tout est fermé. » C'est bizarre, moi j'arrive à acheter des sociétés, la banque, elle me prête. Mais selon eux, tout est fermé, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, il n'y a rien qui se passe. Plus personne n'a d'argent, il n'y a plus d'investissement, etc. Moi je vous dis, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et si vous êtes vraiment sur des choses de rupture, vous trouvez des gens pour vous financer. Pas forcément des banques, mais vous allez trouver des milliardaires, des choses comme ça, qui ont envie de financer ces projets-là. Parce que de toute façon, une chose est sûre, hein, c'est que si on n'innove pas assez pour rendre la Terre vivable au nombre qu'on est actuellement, il y aura soit une guerre, soit la fin de l'humanité. Et globalement, qu'on soit milliardaire ou qu'on soit SDF, on en souffrira. Peut-être pas de la même façon, mais on en souffrira aussi. Et ceux qui sont milliardaires, ils ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir continuer à vivre leur vie tranquillement, à profiter de leur argent, etc. Donc pour ça, ils ont intérêt à investir là-dedans. Et les États, c'est la même chose. D'accord ? Après, vous pouvez toujours avoir la vision de... Vous préférez atomiser la planète parce que vous n'êtes pas l'empereur Palpatine de la planète. Ça, c'est la vision de certains. Mais je pense qu'elle reste très très minoritaire et qu'à mettre en pratique, on a du temps avant de voir ça. On continue avec l'hebdo des cryptos. Donc cette semaine, hein, le Reserve Rate qui a beaucoup monté avec des petites news sympathiques. Chainlink qui a pas mal remonté aussi. Voilà. Le Step In qui a vraiment bien remonté aussi. Après, dans ce qui est tombé, le Lido, le Ravencoin, le Unus aussi. Mais qui n'avait pas baissé pendant toute la baisse là. Donc qui est en train de se rattraper depuis quelques temps et qui baisse bien. L'Ethereum classique, le Torchain, etc. Voilà. Et l'EOS aussi qui a été le plus violent à la baisse. Au niveau de l'adoption, vous voyez hein, toujours la même chose. Bitcoin ça progresse. Ethereum ça continue à baisser. Ça c'est pas très bon hein. Moi j'aime pas trop. Cardano ça continue à progresser. Le reste vous voyez que globalement ça progresse bien. Ethereum classique ça rebondit très fort depuis le merge. Donc il y a plus de gens qui vont dessus. Après ça reste très faible. Surtout en nombre d'adresses actives. Vous voyez, même si ça progresse très fortement, ça reste quand même très faible. Par contre, vous voyez que sur Ethereum, ça continue à baisser. C'est pas terrible. Et par contre, les volumes, toujours pas ouf. Hein. Vous voyez, moins 30% sur les volumes transférés sur Bitcoin, moins 54% sur Ethereum, etc. Bon, même si sur Ethereum, il y avait une grosse hausse
avant The Merge, donc avec une spéculation. Par contre, vous voyez que sur Bitcoin, on commence à vraiment être sur une courbe qui descend beaucoup, beaucoup. Là pour moi, on atteint quand même des moments où on se dit que le marché est vraiment... Il y a plus beaucoup d'acteurs, quoi. Et je pense qu'en plus, en fait, quand on est dans cette construction de marché-là sur les cryptos, vous avez en gros deux phénomènes. Soit vous êtes à un moment où il n'y a plus d'acheteurs, mais il peut rester encore un peu de vendeurs et ça va descendre d'un ou deux étages très violemment. Soit vous êtes au moment où en fait il reste plus que les convaincus de la crypto. Et quelques traders qui font des achats-ventes dans la journée. Et donc là, la moindre news positive, le moindre retournement de sentiment, boum. C'est... Alors après, est-ce que la pièce va tomber sur pile ou sur face? Je ne saurais pas dire. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, dont des trucs hors de la crypto. Hein. Poutine envoie une bombe nucléaire, c'est sûr, le Bitcoin il perd 40%. Vous voyez? Bon, voilà. Je pense que tous ceux qui tracent leur géométrie et qui nous disent le Bitcoin à 5000, si ça arrive parce que Poutine aura envoyé une bombe nucléaire, ils nous diront ah, c'était vu dans les graphes. Bon. C'est vrai que moi, mon amour des graphes est aussi profond que mon amour de la cartomancie, quoi. Donc voilà, j'ai mis des limites. Je pense qu'on ne voit pas l'avenir cérébral de Poutine dans le graphe du Bitcoin. Mais je peux peut-être me tromper, hein. Je sais pas. Donc voilà. Si on continue sur les stablecoins, même chose, hein. Vous voyez, toujours en progression. USDC, etc. Alors l'USDC, il recommence à bien progresser. Vous voyez que le Binance il progresse très bien. En plus, comme maintenant Binance a enlevé l'USDC de sa plateforme, bah, beaucoup d'acteurs préfèrent détenir du BUSD que de l'USDT, donc c'est-à-dire du Tether. Donc voilà. Au niveau des transactions, toujours la même chose. On voit toujours que bah, USDC est globalement en progrès et elle est en train d'écraser Tether. Vous voyez, 2 milliards, 6 milliards, ça fait 8 milliards, plus les échanges ici que vous avez. Bon, voilà, là c'est en millions, donc c'est tout petit. Et vous voyez que chez USDC, il y a 13 milliards d'échanges. De plus en plus, c'est utilisé par les gros acteurs USDC. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas eu de gros mouvements sur les stablecoins. Il y a eu un petit peu quelque chose d'intéressant, c'est sur Binance où il y a eu une baisse du transfert, mais par contre une hausse du nombre d'ordres dans chaque jour. Ça indique que les ordres sont plus petits, d'accord, ici. Bon, moi je pense que c'est dû au fait qu'il y a eu des transferts et qu'il y a beaucoup de gens qui ont obtenu du BUSD à la place de leur USDC, etc. Et donc forcément, bah, ils l'utilisent un petit peu et voilà, ça met. C'est des petits traders. Parce que c'est vrai que les gros acteurs chez Binance, ils avaient préféré faire le switch eux-mêmes avant que Binance le fasse. Et ils ont été un peu prévenus à l'avance. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus là-dessus. On continue avec Jérôme Powell qui s'inquiète de l'absence de régulation sur la DeFi. Donc il faut savoir que il y avait un événement en début de semaine à la Banque centrale française, enfin à la Banque de France d'ailleurs, qui s'appelait Opportunités et défis de la tokenisation de la finance. Hein, donc voilà. Comme quoi, tous les banquiers centraux qui rigolaient de l'univers des cryptos il y a 10 ans en nous disant ça restera un truc de grid geek dans leur coin, etc. Voilà. Maintenant, on fait des colloques. Dans 20 ans, peut-être que le chef de la banque centrale, ça sera un informaticien. Voilà. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Jérôme Powell a déclaré. Donc, il a déclaré qu'il y a des problèmes structurels très importants autour du manque de transparence dans l'écosystème de la DeFi. D'accord? Donc, ça, c'est assez intéressant. Et il y a une phrase aussi que j'ai pas mis ici, qui était intéressante. Et c'est même peut-être la plus intéressante, donc c'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir mise. C'est qu'il a dit, avant de pouvoir le proposer comment ça s'appelle, à l'épargnant traditionnel, c'est-à-dire de proposer la DeFi à l'épargnant traditionnel, il faudrait y mettre une réglementation. Et ça,
ça a fait très peur à beaucoup d'acteurs. Et moi, ça m'a rendu très heureux. Pourquoi? Parce que si vous êtes le banquier central en chef de la plus grande banque du monde et que vous dites le problème c'est pas la techno, mais c'est qu'on n'a pas régulé la techno qui est autour, mais la techno elle est bonne et on devrait la proposer à l'utilisateur final. Mais je sais pas. Mais tous ceux qui nous disaient que la défi c'était une connerie, qu'Ethereum, il n'y aurait jamais rien qui serait dessus, que les cryptos c'était du bullshit, et qu'on se bourrait le mou entre informaticiens et comment ça s'appelle et acteurs de la communauté crypto. Bah, en vérité, vous avez quand même le premier acteur le premier banquier central de la planète qui vous dit la techno elle a du sens et il faudrait qu'on la propose à l'utilisateur final. Or la défi c'est quand même le bypass, donc c'est-à-dire c'est passer outre la banque traditionnelle. D'accord? Donc tranquillement, le premier banquier central de la planète vous explique qu'au final, le travail de dépasser la banque a déjà commencé à être fait avec PayPal, avec beaucoup d'acteurs du numérique qui sont venus et qui ont créé des services financiers, et qu'au final, créer des systèmes automatisés, etc., si on arrive à les réguler, faire attention à ce qu'on fait et à être plus transparent, bah, on devrait pouvoir le proposer à tout le monde. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de peur à une époque sur la défi. Pourquoi? Parce que certains banquiers centraux se disaient que si la défi explosait, ça aurait une contamination au secteur traditionnel. Bon, la défi, globalement, quand ça atteint 200 milliards, c'était à son pic. J'aime autant vous dire que ce que les banques et ce que les marchés financiers ont perdu sur la défi, comparativement à ce qu'ils ont perdu sur les bons du trésor américains, anglais, etc., qui sont en train de monter en flèche, c'est négligeable. Donc bon, le côté un peu systémique qu'il aurait pu avoir, moi j'y ai jamais vraiment cru. Je pense que le risque principal, ça aurait été que certains acteurs de la finance soient liés et soient trop investis dans ce secteur-là et que eux-mêmes aient un côté systémique. C'est-à-dire une banque trop investie là-dedans qui a un côté systémique, ça enclenche et vous avez un effet domino. Voilà, ça c'était effectivement un risque. Et ça c'est le deuxième risque, c'est que effectivement dans la finance traditionnelle, c'est peut-être régulé, etc. Mais vous avez du mal à définir qui détient quoi. Et c'est un bon exemple ce qu'a fait la Banque centrale anglaise ce matin. Parce que beaucoup de gens sont en train de commenter en disant qu'en fait si la banque centrale est intervenue, c'est pas qu'une question parce que les taux étaient en train de monter et ça plaisait pas au gouvernement anglais, c'est aussi une question que certaines banques et certains fonds de pension étaient en train de se faire margin call sur leurs emprunts d'État parce qu'ils étaient hedgés sur les emprunts d'État anglais et qu'il y avait un risque systémique, c'est que si ça aille trop loin, ça engendre des obligations de liquider, que ça fasse exploser les taux et que là, le système bancaire anglais soit en risque. D'accord? Donc la Banque centrale est intervenue massivement. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est le fait que la Banque centrale ne soit incapable de dire qui détient quoi, comment, et que les gens soient tous allés voir la Banque centrale en disant « faut que vous réagissiez, sinon ça va exploser ». D'accord? Et il y a eu plusieurs réunions avec des banquiers européens et la Banque centrale anglaise. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et l'avantage de l'univers des cryptos et de l'univers de la blockchain, c'est que c'est très facile dans l'univers de la blockchain de définir qui, à quoi, quand et comment. Sauf quand vous passez par des mixeurs, etc. Mais ça, c'est encore une autre histoire. On va pas se compliquer la vie ici. Mais entre guillemets, si vous réglementez assez bien une institution, avec la défi et avec la manière dont vous gérez les choses dans la blockchain, vous êtes capable de définir à qui votre institution financière a prêté, qui est lié, à qui l'institution financière a prêté, et est-ce que l'institution à qui votre institution financière a prêté, est-ce qu'elle a elle-même prêté à quelqu'un, etc. Parce que vous êtes capable de voir les flux, entre guillemets, et de les analyser. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc voilà. Bon, globalement, à cette journée, il y a eu beaucoup de choses sur la défi, il y a eu beaucoup de choses sur les CBDC qui ont été abordées. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes.
Bon, j'y étais pas, mais j'ai parlé avec quelques personnes qui y étaient et globalement, c'est plutôt des gens qui me disent que c'est en train de maturer dans l'esprit de beaucoup de banques centrales en se disant qu'il y a énormément de choses à faire sur la tokenisation de la finance, etc. Et vous allez voir d'ailleurs juste derrière qu'il y a des choses qui commencent à se faire. Donc on continue aussi avec les pays qui ont le plus adopté les cryptos. Donc là, vous avez un index d'adoption, vous voyez. Donc vous voyez l'index d'adoption des cryptos. Donc vous voyez que l'Afrique, au final, n'a pas tant adopté que ça, sauf quelques pays. Par contre, vous voyez qu'ailleurs, c'est en train de venir. Et vous voyez que ça vient beaucoup en Amérique du Sud, pardon, et que ça vient beaucoup en Asie du Sud. Et le premier pays, c'est quoi? C'est le Vietnam. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Et là, c'est clé, c'est que vraiment, vous avez une adoption qui est très très forte. Vous voyez, Turquie, c'est la même chose. Ukraine, vous voyez une adoption qui est très très forte, qui est montée en flèche avec la guerre. En Angleterre, c'est en train de monter. Et vous voyez que des pays où il y a le moins d'adoption, c'est Finlande, Suède, etc. Alors que pourtant, on aurait pu croire que Finlande et Suède, il y allait avoir une adoption massive parce que c'est des gens qui sont déjà... c'est des sociétés qui sont un peu cashless. Il y a de moins en moins de cash dans leur société. Donc si vous voulez, le fait de payer digitalement, ils y sont habitués. Le fait d'avoir une nouvelle technologie, ils y sont habitués. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé la crypto-monnaie? Parce qu'en fait, ça ne fait pas sens, sauf pour spéculer, d'acheter de la crypto-monnaie pour eux. Par contre, pour l'Indien, pour le Vietnamien, ça fait sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre une chose. Quand on analyse les crypto-monnaies, quand on essaye de comprendre la valeur et le stockage de valeur dans l'univers des crypto-monnaies, il faut bien comprendre les problématiques des pays émergents. Et donc il faut se dire que maintenant la hausse du dollar qui est actuellement, d'accord, qui est très importante, déstabilise énormément les monnaies émergentes, déstabilise énormément les pays émergents et sont en train de driver une vague de nouveaux utilisateurs vers la crypto qui essayent de sauvegarder leur patrimoine parce que leur monnaie locale s'effondre, etc., qui est très important. Et je pense que la crise actuelle peut être un très très bon catalyseur de l'adoption des cryptos dans le prochain cycle. Un très très fort catalyseur. Et je pense que ça c'est sous-envisagé par beaucoup d'acteurs dans l'univers des cryptos. Donc vous voyez, vous avez le rank, hein, donc vous voyez Vietnam, Philippines, Ukraine, Inde. Important. Et vous voyez, vous avez les différents secteurs, hein, donc les centralisés de services, le retail, le peer-to-peer, le défi, etc. Pourquoi est-ce que le Vietnam a eu une envolée aussi importante des cryptos? Il n'y a pas de taxe. Donc ça, forcément, ça a joué. Il y a une population non bancarisée qui est très très forte. Donc ça joue pour deux choses. Les fintech et pour l'univers des cryptos. Et c'est ce que vous avez en Afrique aussi. Donc c'est pour ça que je pense que la crypto-monnaie va beaucoup se développer en Afrique. Et l'envoi de fonds. C'est-à-dire c'est un pays, le Vietnam, les Vietnamiens envoient plus de 18 milliards au pays chaque année. C'est plus facile de le faire avec de la crypto-monnaie que de le faire avec les rémittances traditionnelles. Et la popularité croissante des jeux vidéo sur blockchain qui permettent d'avoir des incitations financières et qui permettent à des joueurs vietnamiens de jouer, de gagner des objets et de les revendre à des joueurs européens, etc., qui ont des plus forts pouvoirs d'achat. Donc ça permet de rentabiliser leurs heures sur le jeu. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour les Vietnamiens vu le salaire moyen au Vietnam. Sur l'aspect pas de taxe, un jour ou l'autre, ça va changer. Par contre, le Vietnam a tellement une économie qui s'est cryptoisée que c'est impossible pour la banque centrale vietnamienne de revenir en arrière. C'est très très compliqué. Et donc tous ces États d'Asie du Sud, ils vont pas pouvoir combattre la crypto-monnaie. Il va falloir qu'ils l'embrassent. Et il va falloir qu'ils soient capables de mixer leur système financier, qui a d'énormes problématiques de fraude, etc., de corruption, avec le système des cryptos. Et qu'ils arrivent à en faire quelque chose d'un peu plus stable. Et je pense que ça peut être un super moyen pour ces pays-là de développer une nouvelle stabilité financière. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de fraude, il y aura moins de corruption, etc. Parce qu'on pourra plus suivre. Alors bien sûr, il va y avoir de la résistance, le changement va mettre du temps, mais c'est vraiment quelque chose à suivre. On continue avec la BCE
Et Panetta, qui est un des responsables de la BCE, qui a parlé des registres. Alors il faut savoir qu'une banque centrale a beaucoup de registres. Pourquoi? Parce que vous devez définir qui a de la monnaie, qui a du machin, etc. Quand vous achetez des actions sur Euronext, etc., bah, vous achetez bien quelqu'un. Et il y a généralement un intermédiaire pour définir à qui vous avez acheté, s'assurer que la personne a bien les actions, vous les retransmettre, etc. C'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. D'accord? Et ce qui se passe beaucoup à la BCE, à la Fed, c'est que beaucoup d'acteurs sont en train de se dire qu'il y a une capacité de lier le CBDC et la technologie de la blockchain pour faire ce qu'on appelle des DLT, donc des Distributed Ledger, et c'est des registres distribués, et c'est ce que vous voyez ici. D'accord? Et ça, ces registres distribués, ça permet de dire telle personne détient ça, elle l'a vendu à telle personne, etc., etc. Et ça, c'est très performant pour la banque centrale pour savoir qui détient quoi, comment, et mettre de l'intelligence dans le système. Et pourquoi est-ce que les banques centrales sont obligées de faire ça? Parce que les banques centrales, avant, elles connaissaient assez bien, et encore, ça peut se discuter, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de problématiques avec les banques de détail, et beaucoup de fraude dans les banques de détail. Mais généralement, la banque centrale était en haut, la banque de détail était en dessous, les deux discutaient, et après c'est la banque de détail qui inondait tout le marché. Ce qui se passe, c'est ça, vous voyez? C'est ce qu'on appelle le shadow banking. C'est tous les acteurs en dehors de la banque traditionnelle. Et ça a explosé ces dernières années. Et du coup, pour la banque centrale, c'est vital de savoir ce que ces acteurs du shadow banking font. Et pour le savoir, le meilleur moyen, c'est d'avoir un registre distribué performant. Et de mettre tous les acteurs dans ce registre distribué. Et donc, on en revient à ce que je vous disais juste avant avec la défi. C'est avant, la technique, c'était quoi? On avait la banque centrale, on avait la banque. Et la banque servait à discuter avec tout le monde. Globalement, ce qu'on est en train de voir se développer chez les banques centrales, c'est on a la banque centrale, on a une technologie blockchain avec des CBDC, et on a tous les acteurs en dessous. Acteurs financiers, acteurs bancaires, acteurs ceci. Et tout ça est lié à un réseau intelligent. Et du coup, la banque était à un niveau plus élevé que les autres acteurs avant et va être mise au même niveau que ces acteurs-là. Ça va être un cataclysme pour le secteur bancaire dans les 20-30 ans qui arrivent. Un cataclysme. La concurrence que ces acteurs vont avoir est gigantesque. Gigantesque. Et doucement, les grands banquiers centraux qui étaient avant tout des gens qui disaient oui, mais il faut quand même garder les relations avec les banques, faire attention à la banque. Tout doucement, on voit chez les banquiers centraux quelque chose qui est en train d'évoluer pour mettre les banques au même niveau que les acteurs comme PayPal, Visa, etc. Et pour créer tout un environnement financier qui va faire que la finance ne va plus être gérée par la banque, mais par une multitude d'acteurs différents. Et là, vous avez le tweet de la Banque centrale avec Fabio Panetta. Et ce qu'il a dit à la Bundesbank, donc à la banque allemande. Et ça, c'est quelque chose de vital, hein, parce que les acteurs qui vont être capables d'avoir des registres distribués compétents, etc., ça va changer la vie du système financier. Dans la capacité de savoir qui détient quoi, dans la capacité de tracer les fraudes, etc. Et encore une fois, on repart au début. On repart au début de la chose. C'est-à-dire, vous avez une innovation, la blockchain, vous l'intégrez avec les banques centrales, etc. Ça va changer quoi? Ça va changer votre capacité à lever de l'impôt, parce que ça va être plus facile de traquer les fraudeurs. Ça va changer votre capacité à avoir des attentats. Pourquoi? Parce que ça sera plus facile de traquer les mouvements de fonds. Donc ça sera plus dur de planquer de l'argent, etc. Et vous vous rendez compte qu'une technologie, on part d'en haut, et il y a plein de petits fleuves locaux qui vont changer d'autres trucs. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, on se pense qu'il y a un truc, ça va révolutionner un secteur, mais c'est pas vrai. C'est une innovation qui fait plein de petits fleuves qui vont taper un autre secteur, qui elle-même, dans ce secteur-là, il y a une innovation, il reçoit un fleuve par là, un fleuve par là, un fleuve par là, et lui, il va faire une innovation, ça va faire un fleuve par là, et vous avez un système de toile qui se met en place. C'est tout le système de l'innovation de rupture et l'innovation périphérique. Et on est en train de voir l'explosion du nombre d'innovations de rupture et d'innovations périphériques. Pourquoi? Parce que les innovations de rupture avant drivaient les innovations périphériques et on est en train de rentrer dans un nouveau monde où les innovations périphériques se mettent elles-mêmes à driver les innovations, les innovations de rupture. Et ça, c'est un vrai changement qu'on est en train de voir.
On continue avec le livre blanc de Cosmos qui a évolué. Donc le livre blanc dans les cryptos, c'est entre guillemets la Bible, hein. C'est l'endroit où veulent aller les acteurs. Donc ils vous disent avec mon token je veux faire ça, etc. Machin et tout. Donc Cosmos a édité son nouveau livre blanc qui change pas mal de choses, hein. Ils l'ont présenté à la conférence Cosmoverse à Medellín en Colombie, hein. Donc voilà. Donc les changements qui devraient être effectués sur la chaîne devraient arriver le 3 octobre. Moi je trouve ça très rapide. Mais bon, il y avait déjà quelques rumeurs qu'ils allaient faire des évolutions. Je ne sais pas si techniquement tout sera opérationnel pour le 3 octobre. Globalement, ils ont quand même revu leurs objectifs sur plein de points. Alors des fois à la baisse, des fois à la hausse. C'est un petit peu... Voilà. Le chemin a évolué. Après c'est vrai que bon... leur premier livre blanc il datait d'il y a quelques années, donc forcément l'univers il a évolué. Je pense que c'est difficile de tracer un chemin et de dire on va faire comme ça et tout va bien se passer et on est sûr qu'on est dans le bon et tout. Donc voilà, c'est normal aussi qu'il y ait des évolutions. Globalement la grosse chose à retenir, elle se situe ici, hein. C'est leur but, c'est maintenant avec le Cosmo Hub de vraiment avoir des interactions et leur but c'est de faire de Cosmos une chaîne qui va interagir avec énormément de chaînes et qui va être capable de faire énormément de choses avec le liquid stacking, etc. Donc vous avez tout ça. Bon, on va pas en parler trop en détail parce que c'est quand même complexe, mais je vous invite à aller le lire si vous détenez des Cosmos ou si vous êtes intéressé par Cosmos et Atom, parce que c'est vraiment important pour vous. Et on a Nexo, la plateforme de prêt d'actifs numériques, qui a acheté une participation dans la holding Hewlett Bank Corp, qui possède la Summit National Bank aux États-Unis, hein. Donc le but pour Nexo, c'est d'essayer de pouvoir proposer des produits financiers bancaires et des prêts à dossier aux cryptos aux épargnants américains. Donc il va falloir voir si ça sera autorisé par le régulateur ou non. Mais ça montre quand même que dans les acteurs de la crypto, il y a des volontés d'aller toujours plus loin. On a FTX aussi, donc qui a proposé, qui envisagerait de proposer une offre pour racheter les actifs de Celsius et pour se renforcer. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, hein. FTX avait déjà proposé une offre pour acheter les actifs de Voyager Digital. Donc ils sont en train d'acquérir énormément d'acteurs. Donc vous avez une concentration dans l'univers des cryptos avec FTX qui dépense beaucoup d'argent pour concentrer. Et vous commencez à avoir vraiment trois gros acteurs qui sont très loin devant tout le monde. Binance, Coinbase et FTX. Et juste en dessous, vous avez Kraken, etc. Bitfinex. Mais ils commencent à être de plus en plus distancés. Et on continue avec Microsoft et Polygon qui investissent dans une levée de fonds de 20 millions de dollars dans la plateforme Space and Time, qui est une plateforme d'optimisation du temps dans l'univers du Web3. D'accord? Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça montre que chez Microsoft, malgré la crise, malgré le fait qu'ils aient dit qu'ils allaient réduire leurs investissements en recherche et développement, etc., bah, ils sont toujours acteurs du marché des cryptos et ils investissent toujours massivement. Parce que c'est une levée de fonds qui vient d'avoir lieu. Donc ça s'est négocié ce mois dernier, etc. Donc ça montre qu'il y a toujours de l'appétit. Alors, à leur côté, il y a Polygon, il y a Avalanche, il y a d'autres acteurs. On continue avec le gaming cette semaine. Donc, pas grand chose, mais c'est vrai que la semaine dernière, l'actualité était dense. Mais cette semaine, une chose qui est intéressante pour nous en tant qu'actionnaires et en tant qu'investisseurs, c'est Valve, l'éditeur de Steam, qui va remanier ses Steam Charts. Donc, le but, c'est de donner les jeux, les meilleurs aperçus des jeux les plus vendus et les plus rentables, en prenant maintenant en compte les DLC et les ventes d'items in-game. Donc ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu en temps réel, est-ce qu'un jeu fait beaucoup de chiffre d'affaires ou pas, et à quel point il fait beaucoup de chiffre d'affaires avec les add-ons, etc. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il pouvait y avoir un peu de complexité, c'est-à-dire qu'un jeu pouvait faire moins de chiffre d'affaires au démarrage, mais avec plus de monétisation en jeu, et on ne la voyait pas dans les statistiques de Steam. Là, on va la voir, et les nouvelles listes vont être calculées par rapport aux achats, aux DLC et aux transactions en jeu, et ça va vraiment être intéressant. Pour l'heure, par exemple, le numéro 1 actuellement sur Steam, hein, c'est Call of Duty. Et alors, vous n'aurez pas le chiffre d'affaires détaillé, hein,
Mais voilà, ça va permettre de comprendre un peu mieux les choses et ça va être des données qui vont être intéressantes. On continue avec Twitch qui réduit le salaire des meilleurs streamers, hein, donc des streamers qui gagnaient au-dessus de 100 000 $ par an avec Twitch. Donc avant, ils avaient un deal qui était 70% pour le streamer, 30% pour Twitch. Et maintenant, ça va être un deal 50 au-dessus des 100 000 €. Donc en dessous, ça sera 70% pour le streamer, 30% pour Twitch. Et en dessous, au-dessus, ça sera 50-50. Ça va commencer à partir du 1er juin 2023. Et donc là, le but pour Twitch, c'est quoi? C'est que vous savez qu'on en avait parlé récemment. Hein. C'est une super acquisition pour Amazon, etc. Mais ils avaient du mal à le rentabiliser. Ils avaient du mal à trouver la valeur. Alors je pense que la publicité, elle est pas très chère sur Twitch. Et il faut trouver de la manière de cibler encore plus cette publicité. Et le network d'Amazon sur la publicité vidéo est encore un peu faible, donc forcément ça attire pas beaucoup d'annonceurs, à part des annonceurs du secteur du jeu vidéo pour cibler leurs consommateurs. Donc il va falloir bâtir tout un network de publicité comme l'a fait YouTube, enfin Google à travers YouTube, etc. Bon, ça par contre, ils vont pouvoir profiter de la puissance d'Amazon Vidéo et de la puissance de Twitch pour essayer de faire des synergies et de créer un network de publicité vidéo qui est compétent. Mais voilà, ils sont en train de reprendre une partie. Et pourquoi aussi ils font ça? Parce que l'investissement qui va être nécessaire dans Twitch va être massif. Il va falloir investir dans beaucoup de choses. Il va falloir investir dans le contrôle des streamers, dans le contrôle du contenu, dans la qualité du contenu, etc. Et tout ça, ça coûte cher. Même si tout fonctionne sur les serveurs AWS et que les gros des dépenses de Twitch, c'est des serveurs AWS qui reviennent donc du coup chez Amazon. Globalement, on comprend aussi pourquoi est-ce qu'ils font ce phénomène-là. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que le fait que Twitch fasse ce travail-là va faire partir les streamers sur d'autres plateformes, dont YouTube, parce que YouTube pourrait peut-être potentiellement essayer de relancer un peu YouTube Gaming et de profiter de la faiblesse de Twitch avec cette annonce, ou est-ce que Twitch va de toute façon garder son monopole parce que c'est le premier de très loin, et du coup à ce moment-là, si Twitch garde son monopole, ça montrera un vrai moat sur le secteur de Twitch, et donc à long terme ça peut être un super investissement pour Amazon une fois qu'ils auront réussi à entre guillemets gérer l'architecture entre ce qu'ils reversent aux streamers, la part qu'ils doivent investir pour contrôler l'univers, ce que font les streamers, ce que disent les gens sur les chats, etc. et ce qui touche de la publicité. Et quand ils ont réussi à régler cette équation, ça peut être une cash machine de très long terme. Après, est-ce qu'ils réussiront à résoudre cette équation? Pour le moment, ils n'ont pas réussi. Mais je pense que Amazon a beaucoup d'atouts dans sa manche pour réussir. On a Cyberpunk qui profite de Netflix. Donc, suite à la sortie de Night City, donc le dessin animé sur l'univers de Cyberpunk, il y a eu plus d'1 million de joueurs sur Cyberpunk. Donc ça veut dire, encore une fois, c'est ce que je vous explique, le fait de sortir un dessin animé a drivé des gens dans le jeu vidéo. Donc il y a un effet d'addition de l'univers. Plus vous proposez un univers qui est vaste et qui va être sur un nombre de supports qui est important, plus chaque support peut être une porte d'entrée vers cet univers. Et c'est quand même intéressant parce que tout le monde disait que Cyberpunk c'était un échec. Et des dernières discussions qu'on commence à avoir avec le management de CD Projekt Red, le projet Cyberpunk pourrait devenir rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont continué à investir dedans, ils ont vendu des add-ons, ils ont corrigé des bugs, et maintenant le jeu continue à se vendre. Là, il va profiter de la licence de la série qu'il y a sur Netflix, etc. Donc, il s'est revendu un petit peu. Et du coup, ils vont finir par rendre le jeu vidéo rentable. Ça vous montre que quand vous êtes sur quelques jeux vidéo, d'accord, et que vous prenez votre temps, vous avez la capacité de rendre votre jeu vidéo rentable. Alors la rentabilité ne sera pas dingue et le ROI sur la licence ne sera pas dingue, mais ils ont créé une licence. Ils se sont trompés sur le premier, mais peut-être que le second sera une réussite. Et d'ailleurs, ils le disent, le studio est totalement engagé à développer davantage l'IP Cyberpunk. Donc tous ceux qui pensaient qu'ils avaient investi des centaines de millions dans Cyberpunk
et qu'après c'était fini, et que là ça allait passer en pertes et profits une fois qu'ils avaient fini de soutenir le jeu, on n'en entendrait plus jamais parler, bah c'est faux. C'est faux. Donc ça veut dire que chez CD Projekt Red, vous avez quand même 2 grosses IP maintenant. Cyberpunk et... comment ça s'appelle, et The Witcher. Et donc ça c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi pour Netflix, pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a quand même une stratégie à proposer une licence, à l'exploiter sur la télé, à travers des séries, des films et tout, et en jeu vidéo. Il y a une complémentarité, et il y a le fait que les gens vont faire les deux. Et l'avantage pour Netflix, c'est que Netflix combat un petit peu ce modèle de binge-watching qu'il a instauré. Pourquoi? Parce que vous avez une série, tous les épisodes sortent en même temps. Ça plaît à l'utilisateur. Mais le problème, c'est que du coup, vous aimez une série, vous vous abonnez à Netflix un mois, vous regardez tout, vous vous désabonnez, vous passez à autre chose. Par contre, et vous réabonnez quand il y a des choses qui vous intéressent. Donc vous pouvez faire un peu le cabri. D'accord? Et vous jouez à saute-mouton. Vous abonnez un mois, désabonnez l'autre, réabonnez, etc. etc., etc. Et par contre, ce qui devient intéressant, c'est quoi? C'est que si vous êtes dans le jeu vidéo, avec des jeux vidéo de multijoueurs, etc., vous avez envie de pouvoir jouer tous les jours de la semaine. Donc vous allez rester abonné au service. Il y a assez peu de gens, comparativement à ce qu'on voit dans la SVOD, donc dans l'univers de Netflix, etc., des séries, il y a assez peu de gens qui se désabonnent dans la musique, parce que vous avez envie d'entendre votre musique tout le temps. D'accord? Vous n'allez pas l'écouter ou la voir une fois quand l'artiste sort le disque. Une fois que vous aimez un disque, vous le réécoutez. Souvent et de manière multiple. Et dans le jeu vidéo, chez Microsoft, c'est pareil. Vous avez un taux de désabonnement qui est limité. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes abonné au Game Pass, vous jouez toujours aux jeux vidéo. Vous allez peut-être jouer à d'autres jeux vidéo, mais à chaque fois, vous allez jouer à un nouveau jeu vidéo. Donc vous vous désabonnez pas. Et vous venez pas vous abonner exclusivement pour un jeu vidéo bien précis. On a Technicolor qui se sépare de sa division jeux et VFX, donc de Creative Studio, qui est coté du coup depuis ce matin à Euronext Paris. Donc c'est une division qui fait tout ce qui est les effets visuels, d'accord, dans les jeux, etc. Qu'il va falloir suivre. Alors moi j'investirai pas dedans, parce que depuis très longtemps Technicolor est en difficulté, parce que je pense que dans l'univers des effets spéciaux, etc., de plus en plus de la valeur est compris dans les logiciels qu'on utilise pour faire ça, à travers des intelligences artificielles qui optimisent le travail et tout, et que je me dis que peut-être ça va plutôt être dans les acteurs du logiciel qui vont être derrière Technicolor que dans le petit homme à la fin qui va mettre la dernière couche, que la valeur va se retrouver. Bon, ça se discute, voilà. Moi, dans un premier temps, je vous conseille de regarder un petit peu comment cette société va se comporter, de voir quelques publications, laisser un an et demi à la société pour voir comment elle va se comporter. Peut-être que ça sera vraiment une belle société dans l'avenir et que ça vaudra le coup d'y être. Après, quand on regarde les publications de Technicolor Creative Studio au long de ces dernières années, enfin de la branche Creative Studio dans Technicolor au long de ces dernières années, c'est quand même pas sexy. Donc vous laissez pas non plus emballer par la hype qui dit oh ils travaillent dans le film, dans le cinéma, dans les séries, dans les jeux vidéo, c'est sûr que ça va marcher. Maintenant qu'on l'a enlevé, les boulets aux pieds, c'est une boîte, ça va être le carton et tout. Non, il faut pas succomber trop vite. Il y a quand même toujours des red flags importants sur cette société. Par contre, c'est intéressant et ça va nous donner un acteur vraiment intégré sur les comment ça s'appelle, les technologies VFX, etc. Et sur tout ce qui va être la création de segments visuels. Et ça peut nous donner des nouvelles infos sur comment se comporte le marché du cinéma, etc. Donc c'est quand même une société qui est à suivre pour comprendre l'environnement du jeu vidéo et tout ça. Alors que avant, ils étaient un peu avides en commentaire sur ces business-là. Là, le fait d'avoir mis la société tout seul, ils vont être obligés de nous dire ce qu'ils font sur le jeu vidéo, sur le machin. Donc on va obtenir un peu plus de données et ça peut devenir intéressant. Et on a Bandai Namco Europe qui a lancé Bandai Namco Music Label, donc qui publiera les bandes sonores, les partitions originales de plusieurs jeux du studio. Donc le but est de sortir des albums pour tirer de la valeur
pour les amener sur les plateformes de streaming musical pour donner envie aux gens d'acheter le jeu en mettant par exemple les bandes sonores ou certaines bandes sonores avant la sortie du jeu, etc. Donc là, encore une fois, ça vous montre toujours la même chose, hein. C'est on part d'un éditeur de jeux vidéo et après on élargit sur beaucoup de choses. Parce que pour faire un jeu vidéo, il vous faut aussi de la musique, etc. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez réussir à vendre dans le futur, dans les années qui suivent et qui peuvent vous rapporter un peu de marge. On continue avec le marché. Donc cette semaine, il y a eu Costco qui a publié légèrement au-dessus des attentes, malgré l'inflation qui est forte, même si bon, c'est pas terrible versus ce que Costco fait généralement au-dessus des attentes. FedEx, c'était légèrement au-dessus sur le PS, mais en dessous sur les revenus. Et la guidance, elle avait été largement baissée, on en avait déjà parlé. Accenture, légèrement au-dessus, mais ça ne fait pas rêver non plus. Lénard, au-dessus sur le PS, en dessous sur le revenu. AutoZone, dans les pièces de rechange d'automobile, c'était pas mal du tout. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus faible, avec le ralentissement du marché du véhicule d'occasion. General Mills, pas mal sur le PS, mais mauvais sur le revenu. Et une vision quand même que ça va être difficile de continuer à retransmettre l'inflation. Darden Restaurant, quasiment à l'équilibre, mais les guidance vont baisser. Donc là, c'est une chaîne de restaurants. D'accord, c'est en train de devenir une grande chaîne de restaurants. Voilà. Ils ont les Oli, les Oliver, enfin un truc comme ça, un genre de resto italien, Oli machin et tout. J'ai été manger une fois. Allez pas y manger. C'est pas un italien quoi. C'est un italien à la sauce américaine. mais voilà. Donc voilà. KB Home qui fait un peu mieux sur le PS mais un peu moins bien sur le revenu. Fact 7 Research qui fait moins bien sur le PS mais un peu mieux sur le revenu, c'était vraiment pas terrible. Et Stitch Fit, c'était pas terrible du tout. Donc globalement pas grand chose, hein. À part que ceux qui publient maintenant c'est un peu moins bon que ce qu'on attendait. D'accord, c'est le début des publications du Q3 on va dire, pour la plupart. Alors vous voyez il y en a beaucoup, c'est Q1, c'est ceux qui sont en décalé, pour ceux qui sont Q3 et Q4 c'est ceux qui sont en décalé aussi. Mais en gros, c'est les nouveaux semestres. Il n'y en a pas beaucoup pour qui ça correspond à un Q2. Voilà. Il y a ceux pour qui c'est le Q4, ça correspond à un Q2. Mais en gros, pour ceux pour qui c'est un Q3 et un Q1, ça correspond plus ou moins à un vrai Q3. Donc on commence à voir des choses. Dans ceux qui publient leur Q3, vous voyez, c'est ici, ici et ici. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ratés. Surtout au niveau des revenus. Pas trop au niveau de l'EPS, mais au niveau des revenus, il y a quand même pas mal de ratés. Parce qu'en moyenne, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et au niveau du chiffre d'affaires, sur les 5, il y en a 1 raté, 2 ratés, 3 ratés, 4 ratés, 5 ratés. Bon, bah, c'est carton plein en fait. Alors que vous voyez, si on prend sur les Q4, qui correspondent plutôt au Q2, bon, vous voyez, sur le chiffre d'affaires, voilà. Par contre, vous voyez que sur le PS, si on regarde les Q3, ou les Q1 qui correspondent à des vrais Q3, quasiment tous les EPS sont bien au-dessus, voire même largement au-dessus. Vous voyez, ça c'est General, c'est largement au-dessus. KB Home, c'est quand même bien au-dessus. Lénard, c'est quand même bien au-dessus aussi. Donc j'ai quand même pas l'impression que ce Q3 va être l'apocalypse annoncé par certains. Après, on peut se tromper, hein. Mais voilà, j'ai peut-être plus de peur pour le Q4 que pour le Q3. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Là, le Q3 va avoir lieu. Si le Q3 est bon, vous entendrez les mêmes qui nous avaient dit au Q1 que le Q2 allait être un apocalypse, qui nous diront voilà, mais on s'est trompé, c'est pas le Q3 qui va être un apocalypse, mais le Q4, c'est sûr, ça va être l'apocalypse. Voilà, c'est le jeu du moment. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous de la vidéo YouTube ou de cette vidéo Twitch, hein, si ça vous intéresse, si les manières, les réflexions, les manières de voir le marché vous intéressent. Donc vous pouvez vous abonner à New Tech Insider, donc vous aurez les États-Unis, etc. Vous aurez toutes les recos et l'accès complet à moi par mail, etc. Même par téléphone si vous en avez besoin, même si on évite de trop en faire parce que je ne peux pas passer 3 heures au téléphone avec tout le monde.
même si ça me fait très plaisir de vous avoir au téléphone. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça vous coûte une centaine d'euros. Et vous avez tout ce qui est les études sur les valeurs de moi-même, de Étienne Henry et aussi de Ray Blanco qu'on a rajouté récemment dans l'offre. Donc voilà, sinon pour les questions, vous pouvez les envoyer à la-rédaction-tech@publicationagora.fr. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube et surtout sur la chaîne YouTube, vous mettez bien la petite cloche et vous appuyez bien sur le bouton abonner comme sur la chaîne Twitch pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à liker les vidéos et à partager avec vos proches pour qu'il y ait de plus en plus de monde sur la chaîne. Et notre site internet pour avoir nos articles papier, opportunité avec un s-techno avec un s.com. Et maintenant, on va faire vos questions. J'hésite à rentrer sur Ubisoft compte tenu de la valo actuelle. On parlait beaucoup de problèmes de harcèlement. Ça en est où? C'est toujours aussi important. Après, je vais être honnête avec vous. Moi, j'en ai acheté. Alors, je perds 15% dessus. Mais j'en ai acheté. À 35 euros, ça commençait à être pas cher. Voilà. C'est-à-dire que, bon... À un moment, voilà, hein, les licences ont quand même une valeur. Alors on peut dire que les guillemots c'est des glands et pas être d'accord avec, le management de Ubisoft. Mais bon, vous avez quand même de la valeur, vous avez quand même des jeux qui vont sortir. Vous avez quand même un pipe qui s'est densifié ces 10 dernières années, même si je pense qu'ils auraient pu largement plus le densifier que ce qu'ils l'ont densifié. Enfin, voilà, tout a une valeur. Même une boîte qu'on n'aime pas, on peut l'acheter parce que si on vous la propose à une valeur cadeau, voilà. Typiquement, quelle boîte je peux vous dire que j'aime pas? C'est Orange, j'aime pas ça. Par contre, si on me propose de racheter tout Orange à 1 centime l'action, je fais une OPA. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est une question de prix. Là, le prix chez Ubisoft, il commence à être totalement déraisonnable. D'ailleurs, à l'époque où je tapais matin, midi et soir sur Ubisoft, tous les analystes de la place disaient Ubisoft, qu'est-ce que c'est bien, l'OPA, les guillemots, les licences, etc. Maintenant qu'ils nous ont affiché le chemin pour la licence Assassin's Creed, qui je trouve qui est intéressant, qui vont enfin sortir Skull and Bones, même si je pense qu'ils vont perdre de l'argent, mais au fond, c'est fini. Les équipes de dev qui ont été mis dessus, ils l'auront fait, etc. Voilà. Même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, peut-être qu'ils vont réussir à en tirer quelque chose de correct. Mais on n'en sait rien. Mais au moins c'est fini, l'histoire est actée, ils ont sorti le jeu, c'était un échec, c'est un four, voilà, mais c'est fait. Ça sera derrière à mettre sous le tapis. Et voilà. Et là, tous les analystes avec qui je parlais, qui étaient ultra bullish, ils sont en train de devenir ultra pessimistes. La dernière fois, j'en ai eu un, il m'a dit « Ah, t'avais raison, peut-être qu'en fait, Ubisoft, ça vaut 15 euros par titre. » J'ai dit « Attends, arrête. Entre eux, quand c'était à 50, tu me disais que ça valait 100 parce que la licence, machin, le rachat de Bungie par Sony et tout. Et maintenant, tu me dis que ça vaut 15 euros alors que t'as quand même les Tom Clancy, les Assassin's Creed, les Rayman, etc. Je lui dis, arrête. Enfin, Mais c'est comme ça, le marché, il est... cyclotimique. Quand tout le monde va dans un sens, faut aller dans le même sens. Et quand tout le monde va dans l'autre, faut aller dans l'autre. Même si c'est pas le bon tempo. C'est pas grave. Mais vous, en tant qu'investisseur fondamental, faut pas hésiter à aller dans des tempos qui sont, contrariants par rapport au marché. Et là, je pense que ça le devient. Alors après, est-ce que le point bas, ça sera 25, 20? Peut-être ça peut même aller à 10 ou à 15. On va savoir si demain Poutine envoie une bombe atomique, tout est possible. Par contre, est-ce que ça devient pas cher comparativement au nombre de joueurs qu'il y a sur la planète et à la valorisation que je juge correcte des licences d'Ubisoft 30 euros ou 35 euros? Oui, ça commence à être pas cher. Sous 40 euros, on commence même à être pas cher. Sous 35, c'est un bon prix à long terme. Voilà. Après, attention, c'est pas un conseil d'achat. Hein. Moi, je vous dis ce que moi j'ai fait. Dans les services, j'en ai pas mis pour vous dire, voilà. Aussi bien dans NTF que dans ELF, j'en ai pas mis. Je m'interdis pas d'en mettre, d'ailleurs. Dans les semaines qui viennent, j'attends un peu plus de stabilité pour en acheter. Mais bon, moi, j'ai une gestion qui est un peu plus agressive que ce que je vous donne dans mes services. Parce que aussi, moi, j'ai une notion du risque qui est un peu différente de la vôtre. Mon portefeuille est plus grand, etc. Donc, c'est différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Je vais regarder sur Telegram s'il n'y a pas d'autres questions. Parce que des fois, il y en a qui envoient sur Telegram. J'espère pas. Bon. Il n'y a pas de questions sur Telegram. Donc je vous laisse encore 1 ou 2 minutes s'il y en a qui ont des questions. Et puis sinon on s'arrêtera là pour ce soir. Hein. D'habitude vous êtes super dynamique avec plein de questions. Et au passage, bonjour à toi Ben Boubou, je t'avais pas vu tout à l'heure. Bon, je laisse encore jusqu'à 19h. Et s'il n'y a pas de questions, on s'arrêtera là. Ça laisse 3 minutes pour poser vos questions. C'est pas mal. Alors, comme ça me laisse le temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme news ce soir. Allez, encore 1 minute pour poser vos questions. Et sinon, après, on ira à la soupe. Enfin, plutôt à l'apéro d'abord. Hein, ne pas oublier. Et bien sûr, faites attention avec l'alcool. Jamais trop. Bon, bah on va s'arrêter là. Hein, je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à poser vos questions par mail, etc. Et je vous dis, pour ceux qui sont membres de LF, à ce soir, pas ce soir, à vendredi. Et pour les autres, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il se passe plein de choses magnifiques dans ce monde. Et il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles. Et il faut en parler aussi de celle-là. Allez, ciao ciao.